Bonsoir et bienvenue sur Vox Live, votre émission de débat où nous décryptons les enjeux qui façonnent notre continent. Ce soir, cap sur le Bénin où la prochaine élection présidentielle s'annonce comme un tournant décisif. Depuis 2016, Patrice Talon s'est imposé comme un acteur clé de la transformation économique de son pays tout en étant critiqué pour des tendances autoritaires. Aujourd'hui, il a affirmé il ne briguera pas un troisième mandat, mais alors que son bilan reste controversé, le procès de son bras droit, Olivier Bocco, jette une ombre sur sa gouvernance. En parallèle, une candidature fait du bruit, celle de Kémy Séba, figure panafricaniste qui veut bousculer l'ordre établi. Alors, qui pour succéder à Patrice Talon au Bénin? C'est ce que nous allons tenter de décrypter ce soir. Et pour cela, je suis entourée d'Ibouba. Bonsoir. Bonsoir, Soukaina. Vous êtes journaliste politique, en face de vous plutôt et à ma gauche. Makalaine Guebla, vous êtes journaliste politique, ancien conseiller à la présidence tchadienne et défenseur des droits. Tout à fait complet. Bonsoir, Soukaina, merci. Et enfin, Frédéric Tchoungui, vous êtes avec nous sur ce plateau ce soir et vous êtes analyste politique. Merci de me recevoir. Merci. Pour rentrer directement dans le vif du débat, je vous propose peut-être de faire d'abord un tour de table et un tour d'horizon du bilan économique d'abord, puisque c'est sur cela que Patrice Talon tire un petit peu sa ficelle du jeu. Patrice Talon, on l'a évoqué, il est au pouvoir depuis 2016. Quand on parle de lui, on parle des réformes économiques qu'il a mises en place. Qu'est-ce que vous retenez de ces deux mandats? Merci Soukaina. Moi je retiens d'abord dans un premier temps son premier mandat qui était une brillante élection d'un homme venu de la sphère économique et qui a pu quand même faire des performances économiques dans la sous-région. Il a fait visibiliser effectivement les actions et le développement du Bénin et ce qui lui a valu un peu de la sympathie des partenaires internationaux et surtout des partenaires au développement. Et ce qui a salué. Nous retenons aussi effectivement que Patrice Talon est un homme effectivement de consensus parce qu'en fait, pour être élu dans un pays au Gabon où il y a un ancrage démocratique très très fort, une maturité politique, il faut absolument faire consensus. Et il a fait effectivement consensus et c'est ce qui lui a valu d'être élu. Maintenant, c'est que ces atouts ne peuvent pas être en fait, de notre point de vue, tout à fait ne peuvent pas lui exempter effectivement des critiques ce Kenya. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui ça lui a valu des tentations de vouloir briguer un autre mandat, d'où l'objet effectivement de notre sujet aujourd'hui. Alors quand on parle du Bénin et de son bilan économique, en réalité on ne peut nier l'action du président Patrice Talon dans des grandes réformes qui ont placé le Bénin aujourd'hui comme étant, je ne vais pas dire un dragon en Afrique de l'Ouest, mais en tout cas une économie stable avec un projet bien concret. Vous voyez, au niveau international, le Bénin jouit maintenant d'une visibilité dans le sens où il y a eu réellement un travail qui a été fait pour attirer les étrangers au Bénin, à investir au Bénin, à pouvoir développer des projets avec les Béninois. Donc de ce point de vue-là, on ne peut pas omettre le fait de l'action de Patrice Talon dans les grandes réformes économiques du pays et dans une nouvelle voie pour le Bénin. En réalité, une voie du développement économique. En tout cas, il s'y est attelé réellement et a réellement fait du bon travail. Même si son bilan est mitigé par certains, mais je crois qu'il faudra l'avouer quand même, Patrick a apporté beaucoup de réformes donc au niveau de l'économie, surtout de l'économie béninoise, ça c'est vrai, mais aussi donc au niveau de la ceinture en fait culturelle même donc du Bénin, parce que l'état d'esprit de ce Béninois antécédemment qui n'avait pas donc cette réception donc de l'autre, c'est-à-dire la culture d'accueil surtout pour les occidentaux et les investisseurs qui venaient surtout dans le pays. Donc, il a pu apporter cette réforme-là et cette teinture-là et plutôt cette éducation-là donc au Béninois. Cela, on ne peut pas lui retirer cela. Même si aujourd'hui, on sait qu'il y a des enjeux, même si aujourd'hui, il y en a certains, par exemple l'opposition, qui disent que donc, voilà, son bilan est mitigé, mais je sais qu'il a apporté en plus vraiment au Bénin. D'où ce Bénin qu'on regarde aujourd'hui avec de beaux yeux.
Je vous propose justement qu'on dresse un tableau général. Merci Bouba de votre analyse des 2 mandats de Patrice Talon. Donc on l'a évoqué et on le sait, on va essayer de balayer un petit peu cet aspect positif lié à ces réformes économiques. Je voudrais qu'on s'attarde sur 2 événements qui viennent un petit peu complexifier la transition. Et donc on est en plein dans l'actualité. Il y a actuellement le procès d'Olivier Boko et d'Oswald Omeki qui s'ouvre aujourd'hui. Donc on est le 29 janvier. Il a été ouvert, il a été suspendu, il a été reporté. Aujourd'hui, le procureur réclame 77 milliards de francs CFA de dommages à intérêts, donc l'équivalent de 117 millions d'euros. Et ce procès, il interroge justement sur l'intégrité de Patrice Talon et sur la stabilité institutionnelle du pays. Quel lien on peut faire entre les deux pour la suite, justement? Ce qui laisse transparaître à travers ce procès, c'est que M. Patrice Talon voulait, de mon point de vue, éliminer des adversaires gênants. Donc, du coup, on a fabriqué, comme d'habitude en Afrique, sur beaucoup de pays africains, quand on a des voix qui s'élèvent, quand des gens qui ambitionnent de vous remplacer, on essaie effectivement de les éliminer. Et la justice est devenue effectivement un instrument non seulement d'élimination physique, d'élimination politique, mais un instrument qui est complètement acquis au pouvoir et surtout les dirigeants africains. Et ce qui fait que ce qui entache, comme vous l'avez dit, Soukaina, tout à l'heure, le 2 mandats de Patrice Talon, c'est que ça a fait transparaître, moi je pense qu'une vérité de vouloir se présenter à un 3e mandat alors que constitutionnellement dans ces pays, les mandats présidentiels sont limités à 2. Et donc, ces procès qui a eu lieu... Ça fait tache d'ombre un petit peu, ce procès. Mais forcément, parce qu'effectivement, c'est des personnalités, quoi qu'on dise, ils ont été pistés ou bien on a infiltré un officier qui aurait reçu de l'argent et qui était très proche de la garde présidentielle. Et donc, souvent en Afrique, on est coutumier d'utiliser effectivement des gens qui infiltrent un milieu et vouloir éliminer des adversaires politiques. Et donc, quand j'ai écouté ce matin, je pense dans un média international, je pense que c'était Olivier qui disait, mais lui, il n'avait aucune intention de vouloir renverser ou bien déstabiliser le pouvoir de Patrice Talon parce qu'il confond. Il dit que si Patrice Talon a un pouvoir, c'est moi qui l'ai. Donc, il n'avait aucune intention de vouloir faire une tentative de coup d'État. Mais on rappelle qu'il est accusé de complot contre l'État, de corruption, de faux usage de faux. De faux usage. Donc, du coup, la justice est totalement instrumentalisée à des fins politiques et donc ça fait transparaître, de mon point de vue, la volonté, une fois de plus, de Patrice Talon, justement, de faire un virage pour un 3e mandat qui, de mon point de vue, risquerait dans les jours à venir parce que l'élection aura lieu en 2026 et donc d'ici là, des voix se sont élevées dans l'opinion politique, béninoise parce que des anciens ministres ont interpellé le Conseil constitutionnel pour leur demander effectivement est-ce qu'on se retrouve dans un autre Bénin. Et donc je fais allusion à la déclaration, à la saisine du Conseil constitutionnel de Christian Laïnidé, qui était l'ancien ministre au Béninois. Donc nous pensons que ces procès effectivement entachent, Soukaina, pour reprendre votre terme, entachent forcément effectivement la crédibilité de 2 mandats de M. Patrice Talon. Frédéric Tchoumi. Oui, nous avons, vous savez, nous avons ici plébiscité le bilan économique du président Patrice Talon. Mais effectivement, au niveau politique, il y a beaucoup de questions à se poser et il y a parfois des incohérences dans la gestion politique du pays. Quand je parle politique, c'est au niveau de la possibilité peut-être pour d'autres personnes issues de son camp réellement de pouvoir émerger parce que les détracteurs lui reprochent de museler l'opposition et d'écarter les personnes de son parti. Tout à fait. Donc en fait on se pose un peu la question de savoir, vu que logiquement, constitutionnellement, il n'a pas la possibilité de partir pour un 3e mandat, logiquement ça se terminera en 2026, on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'il est en train de faire concrètement? Est-ce qu'il n'a pas déjà prévu un autre dauphin que nous ne connaissons pas encore et qui va, d'une certaine manière, perpétuer sa politique? Est-ce qu'il va aller vers un 3e mandat? Bon, ce qui me paraît quand même assez compliqué parce qu'il faut changer la constitution. C'est pas en général, lorsque vous voyez dans les pays africains, pour faire la comparaison, lorsque un dirigeant brigue un 3e mandat constitutionnellement, il change la constitution bien avant. C'est-à-dire qu'il va changer 2, 3 ans ou 4 ans avant pour être en position de pouvoir briguer un nouveau mandat. Comme ça se fait, c'est en train de se faire au Congo RDC d'ailleurs. Donc là, au niveau du timing, concrètement, c'est compliqué même de mettre en place un jeu électoral qui va permettre qu'il change la constitution.
Donc c'est un peu le flou dans lequel nous sommes aujourd'hui, je dois le dire. Mais justement, M. Patrice Talon a fait maintenir un flou jusqu'à aujourd'hui parce que tantôt il fait comprendre à l'opinion publique politique béninoise et à l'opinion internationale et africaine comme quoi il ne pourrait pas se présenter ni briguer un troisième mandat, mais au regard des démarches qu'il a menées actuellement, au regard des poursuites en cours, au regard de la neutralisation, comme vous l'avez dit, Soukaina, des voix dissidentes et discordantes au Bénin, nous sommes enclins, nous sommes bien en fait dans une logique de comprendre et de douter sur sa sincérité entre les propos qu'ils disent et les actes qu'ils posent, il y a une marge. Et pour que le Bénin, qui a une longue tradition démocratique, qui a un long ancrage démocratique, nous redoutons, et ce qui fait que vraiment les sirènes ont été émises de partout sur donc le Bénin est aujourd'hui dans le viseur effectivement de médias internationaux parce que les 2 jours qu'on a suivis hier aujourd'hui ont fait la une des médias internationaux, notamment ces procès-là, qui, de mon point de vue, risqueraient effectivement encore une fois de plus d'inquiéter l'opinion publique et les observateurs de la vie politique béninoise. C'est vrai que Talon a changé un tout petit peu l'économie du Bénin. Et il a dit, Frédéric, tout à l'heure, effectivement, je suis entièrement d'accord avec vous donc, sur la thèse que vous soutenez, comme quoi qu'il a une politique ardue. Donc aujourd'hui, la question à se poser, c'est de savoir quelle sera la finalité. Est-ce que Patrick Talon, pour le 3e mandat qu'il dit non, est-ce qu'il fera un retournement de situation, un virage à 90 degrés à l'ombre? Tout cela donc, est en suspense. Est-ce qu'il a un dauphin qu'il est en train de préparer? Donc c'est des grandes questions à se poser. De toutes les façons, comme l'élection c'est pour 2026, jusqu'à aujourd'hui, tout ce que l'on dit, vous savez, le politique, il ne dira jamais je l'avalerai, mais peut-être sûrement nous aurons juste l'œil là-dessus. Et je crois que c'est le développement de la presse internationale en ce moment. Quand vous parlez du Bénin, je crois qu'ils mettent beaucoup plus l'accent là-dessus. Ce qui se valent aujourd'hui avec son ami Boko, tout était là, l'expérience était là, qu'Olivier Boko était souvent son ami et qu'il allait le pousser afin qu'il puisse être son dauphin. Mais je crois que tout cela aussi est mis aujourd'hui entre parenthèses. Certes, il y en a d'autres qui sont dans l'opposition qui peut-être sûrement feront pêle-mêle pour essayer de se présenter face au géant, le géant Patrice Talon, parce que c'est un mec aussi qui est imbibé de valeurs politiquement, il s'est bien accouché. Donc je crois qu'aujourd'hui, sa stratégie, il est le seul à savoir, est-ce que Patrice Talon ne fera pas son 3e mandat? Une grande question à se poser sur Kenya. On parle de la gouvernance de Patrice Talon et qui est un petit peu, on conteste un petit peu, comme on vient de le dire, la position des détracteurs qui lui reprochent de museler, comme on l'a dit, l'opposition. Est-ce qu'aujourd'hui, malgré tout, il a positionné le Bénin comme un pays stable, un pays attractif en Afrique de l'Ouest? Est-ce qu'un changement trop radical, ça pourrait est-ce que ça risquerait de compromettre cette image de stabilité, d'îlot de stabilité? Lorsque vous parlez de changement radical, vous parlez du fait qu'il y ait peut-être changement de constitution. Oui, effectivement, le Bénin, on l'a vu avec la transition entre Yahi Boni et Patrice Talon, elle s'est fait de manière pacifique. Il faut le noter parce que dans la sous-région, c'est très rare. Bon, peut-être pas en Afrique anglophone, mais en tout cas chez nous les francophones, c'est très compliqué d'arriver à une transition où on voit qu'il y a une passation qui est plus ou moins pacifique. Et démocratique surtout, pacifique et démocratique. Donc nous sommes effectivement, nous serons circonspects de constater si jamais M. Patrice Talon décidait de briguer un 3e mandat. Ce sera, je pense, l'étonnement général. Surtout que, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, effectivement, il fait dans ses sorties médiatiques, il dit clairement que lui ne va pas aller pour un 3e mandat, que ce sont des élucubrations et que ses détracteurs, en réalité, voilà, ces détracteurs sont dans une sorte de fantasme. Mais en réalité, lui, il veut aller pour un 3e, laisser la place à quelqu'un d'autre. Donc, juste pour répondre à votre question, effectivement, si jamais il s'attelait à prendre un 3e mandat, ce serait une situation tragique pour la sous-région parce que ça montrerait que nous ne sommes pas encore assez matures pour la démocratie. Attention, la démocratie béninoise, je crois qu'aujourd'hui, il faut mettre l'accent là-dessus. Elle est aguerrie, c'est une très belle démocratie. Aujourd'hui, elle peut montrer aussi donc, à la face du monde que, voilà, il n'y a pas que Patrice Talon qui l'a mis là, qui l'a mise là plutôt. Donc la démocratie béninoise, elle date de longue date. Aujourd'hui, ce qu'il faudra dire, comment ça s'appelle, Frédéric, vous avez évoqué un problème de démocratie entre, comment ça s'appelle,
Yaya Boni et Patrick Talon. Voilà. Mais il faudra savoir aussi aujourd'hui que Yaya Boni est en train de jouer un rôle prépondérant dans l'opposition, même si c'est sous la table, mais il est en train de jouer un rôle prépondérant dans l'opposition béninoise. Et ça, il faudra l'évoquer. D'où donc il se positionne tout en soutenant Kémy Séba et autres. Donc ça, il faudra aussi on va l'évoquer en cours d'émission. Voilà, exactement. Pour compléter mes deux co-débatteurs à Soukena, c'est que la modification constitutionnelle dans nos pays en général a été la source des conflits pré-électoraux et des conflits post-électoraux. Et donc, si jamais M. Patrice Talon s'hasarde dans l'intention de vouloir briguer un troisième mandat, alors que constitutionnellement il a été interdit, moi je pense qu'il va, l'opposition béninoise qui est aujourd'hui en ordre dispersé pourra effectivement se reconstituer et vouloir empêcher, étant donné que des saisines sont menées et puis des campagnes massives sont en train d'être entraînées. Et la chance et la particularité du Bénin, c'est qu'ils avaient eu des présidents qui viennent de l'environnement institutionnel, c'est-à-dire Yaya Boni vient de la BCAO, c'est un ancien fonctionnaire international, Patrice Talon aussi, un homme d'affaires réputé en Afrique de l'Ouest. Donc du coup, ils ont eu quand même effectivement des hommes qui ne sont pas à la base politique. Olivier Bocco aussi. Voilà, Olivier Bocco. Donc du coup, nous sommes arrivés à une situation où, depuis un certain temps, des rumeurs qui se font sentir sur la vérité et la volonté de M. Patrice Talon de vouloir briguer un troisième mandat, ça inquiète énormément. Autant bien, c'est vrai, vous l'avez dit, Tsoukaina, c'est pas parce que vous avez fait vous avez des performances économiques louables que ça peut vous donner un cutus forcément d'aller, parce que pour achever, certains les dirigeants africains disent je vais achever mon troisième mandat, et donc ça a été au Sénégal, ils ont empêché à Macky Sall, et donc ça risquerait effectivement d'avoir une implantation, pour reprendre le terme de Frédéric, implantation dans la sous-région. Donc nous pensons que à partir du moment où les modifications de constitution dans nos pays posent problème, il faut absolument que nos dirigeants sachent raison garder et évitent à ce que leur pays, que les réalisations qui ont été faites et saluées par tous doivent être maintenues pour éviter qu'il y ait de l'embarrassement, parce que les conséquences d'un conflit politique et d'un conflit de type social risqueraient effectivement d'engendrer des conséquences énormes. Frédéric, tu voulais ajouter? Oui, bon, non, je vais dans leur sens. Je pense que, on va pas se paraphraser, mais effectivement, il est important qu'il y ait donc cette assise politique qui demeure au Bénin, afin de pouvoir aussi, d'une certaine manière, rassurer les investisseurs, parce qu'on voit que la dynamique qu'il a insufflée au Bénin est très bonne, et pour qu'il puisse avoir une perpétuation, c'est mieux qu'il y ait une transition démocratique, afin que les investissements qui ont été menés continuent à perdurer. Et que ça devienne des acquis aussi, hein. Bien sûr. Et alors pour revenir au procès qui est en plein cœur de l'actualité, on n'a pas encore tous les contours. Enfin, on a les accusations qui sont données, mais on n'a pas exactement le fond du sujet. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Pour autant, on a le sentiment, selon les détracteurs, que ce procès, il arrive à un point nommé justement pour Patrice Talon, que c'est une tentative de diversion. Est-ce que c'est également c'est votre lecture ? Oui, tentative de diversion, oui, pour pouvoir se positionner. D'où, d'ailleurs, on se pose toujours la question de savoir... Est-ce que l'enjeu de ce procès, c'est véritablement de savoir finalement si c'était un coup monté, comme ça a été le cas, comme ça a été avancé? Quel est l'enjeu finalement de ce procès? Oui, d'autres vis-à-vis de Patrice Talon. L'enjeu, c'est effectivement, c'est le dessous du troisième mandat, toujours pour Patrice Talon. Parce que justement, donc c'est une sorte de coup d'État national déguisé en quelque sorte, parce que si le procès donc, est allé à son rencontre, à mon avis, je crois que c'est un alibi pour pouvoir se présenter pour un troisième mandat, à ma vision spontanée des choses. Moi, je veux compléter, Ebou. Moi, j'ai eu la chance de discuter avec des amis béninois récemment à Paris. Quand je leur ai demandé, et pourquoi? Parce qu'incarcérer quelqu'un dans un cadre d'illégalité totale, ça amène des gens à saisir rapidement ce qu'on appelle le groupe de travail des Nations Unies sur les détentions arbitraires. Et quand j'ai demandé à ces amis-là pourquoi ne pas entamer une telle démarche, ils disent que non, Makaïla, nous sommes plus actifs sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, et nous est difficile effectivement de sortir de manière publique. C'est pour vous dire que Monsieur Patrice Talon, vous l'avez dit, Soukana et Ibou et même Frédéric, que des réalisations ont été posées, des actes forts ont été posés, sauf que le fait d'incarcérer des gens, le fait de les présenter devant un juge, une juridiction totalement inféodée, peut quand même laisser émerger effectivement une vérité de vouloir aller vers un troisième mandat. Et si jamais tel est le dommage de M. Patrice Talon, il risquerait lui-même de tenir son image d'un homme politique
qui a pu peut-être effectivement relever le niveau démocratique du Bénin. Il y a un facteur symbolique, ce procès, pas Oui. plus. Moi, je pense que non, je pense oui, c'est un facteur symbolique d'une certaine manière, mais surtout, lorsqu'on analyse la situation qu'il y a entre les deux hommes, parce que Olivier Boko fait partie de la cour de M. Patrice Talon. De son bras droit. En tout cas, oui, c'est vraiment... voilà, donc, je pense que peut-être Monsieur Patrice Talon n'a pas, été peut-être dans une posture où il a pensé d'une certaine manière que les velléités politiques qui étaient exacerbées et mises au devant par Monsieur Olivier Boko n'étaient pas dans le sens d'une amitié ou bien dans le sens d'une subordination, dans le sens où il voulait se faire plus royaliste que le roi, entre guillemets, et de ce fait-là, il s'est directement positionné comme étant le prochain président, et ça n'a peut-être pas plu à Patrice Talon qui finalement l'a vu en réalité comme quelqu'un qui l'a fait, en tout cas au niveau de l'État. Et donc, il s'est dit peut-être qu'à ce moment-là, je ne veux pas que ce soit toi. Et il y a peut-être une autre personne qui était dans sa tête. Donc, ce qui s'est passé littéralement, c'est qu'on a tué un potentiel candidat. Parce que lorsque vous le mettez dans des affaires judiciaires, le temps que ça se termine, si jamais il fait la prison, etc., ça peut aller très vite. Les condamnations. Voilà, ça se voit ici en France, par exemple, lorsqu'on veut tuer un adversaire politique, on commence à lui donner des déboires juridiques à n'en plus finir. Et c'est ce qui est en train de se passer malheureusement pour M. Boko, qui est dans cette situation où, d'un point de vue au niveau des droits civiques, donc la possibilité de se présenter en tant que président de la République vont être totalement compromises à cause de ce procès. Oui, et qu'est-ce que ça pourrait changer finalement à l'issue de ce procès pour la suite du mandat de Patrice Talon? Non, mais ce qui va changer, c'est que M. Patrice Talon aura un boulevard devant lui de vouloir quand même amender la Constitution. Il n'y aura pas de voies contraignantes qui vont l'empêcher de vouloir pas aller dans son objectif. Et donc, ce qui est bizarre, c'est que ces procès qui étaient un procès national interne a commencé à prendre une dimension internationale parce qu'au niveau des médias internationaux, les gens commencent à en parler. Et donc, comme si les gens commencent à en parler, ça intéresse la communauté internationale, ça intéresse les partenaires au développement. Vous savez, Soukaina, moi, je prends un exemple sur moi et je parle sous le contrôle de Ibou. Quand j'étais à Dakar en 2013, après avoir été expulsé de Dakar, en fait, des alertes qui ont été faites par les institutions internationales, les Nations Unies, ces amis sénégalais qui me disaient qu'effectivement, qui travaillaient dans le système des Nations Unies, qui disaient qu'il y avait des alertes de partout, qui venaient dans le système des Nations Unies pour dire écoutez, le Sénégal a expulsé un leader d'opinion qui se trouvait. Donc, du coup, ça risquerait, en termes de crédibilité, de décourager et de démotiver effectivement les investisseurs étrangers et même de décrédibiliser, de décourager même les partenaires au développement qui veulent accompagner le Bénin dans sa tension démocratique, dans un ancrage beaucoup plus renforcé. Est-ce que le Bénin peut craindre justement cette menace, sachant qu'il est déjà installé économiquement, comme on l'a dit un peu plus tôt? Oui, économiquement, il est installé, mais je crois que cela ne va pas faire. Mais aucune garantie, rien ne peut garantir effectivement que la stabilité économique ne puisse pas être remise en cause au cas où il y a des troubles politiques. Forcément, donc il faut absolument que les gens essaient d'allier la stabilité économique à la stabilité politique pour que la stabilité soit pérenne. Mais si tel n'est pas le cas, je pense que ça peut quand même remettre en cause tous ces acquis. Mais vous vouliez ajouter quelque chose? Effectivement, mais moi je crois que ça fait douter. Zazé ont un tout petit peu la confiance sur Talon, sur tout ce qu'il est en train de mener comme ça. Je ne sais pas si c'est des manœuvres politiques, je ne sais pas ce qu'il fait, mais le cas Boko interpelle plus d'un, surtout sur l'échiquier international. Donc on sait très bien que c'était son bras droit, c'était son ami, et dans certains discours, quand vous l'entendez se prononcer à dire qu'il n'est pas là pour couvrir ses amis, qu'il n'est pas là pour faire la promotion de ses amis. C'est des éléments de langage extrêmement inquiétants. Bon, après, maintenant, ça c'est des questions qui vont vous pousser à savoir, est-ce que Patrice Talon voudrait se présenter pour un troisième mandat? Est-ce qu'il a un dauphin caché que personne ne sait? Je crois que c'est une grande question qu'on se pose aujourd'hui. Juste pour faire un parallèle, il y a des pays, par exemple, où le président reste très longtemps au pouvoir et où les investissements continuent et se portent bien. Je parle par exemple du cas du Rwanda. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de transition démocratique depuis 1994. Il y a eu des élections, etc. Mais il n'y a pas eu de changement, en tout cas, de leader. Donc, si on parle d'un point de vue économique des investissements, c'est vrai que ce n'est pas la même configuration. On ne peut pas transposer les deux pays. C'est deux histoires différentes, effectivement. Mais bon, le fait que Patrice Talon, si on va dans le fantasme en réalité qui se représente et qui casse la Constitution et la change pour avoir un mandat limité,
si jamais il arrive à garantir la stabilité des organes en cimentant son pouvoir, je prends un cas de figure bien entendu, je ne pense pas que ça va poser un problème au niveau des investissements étrangers, bien au contraire. Mais surtout, la question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce qu'il n'est pas aussi dans une vision où il se dit que finalement j'ai mis le Bénin quand même sur des rails, un développement économique, et je n'ai pas forcément envie de passer la main parce que effectivement je vois qu'il y a des grandes transformations et je n'ai pas l'impression d'avoir trouvé dans ma cour directe ou bien dans l'opposition des personnes qui sont capables de reprendre ce que j'ai fait. Donc j'essaie un peu de décrypter ce qu'il fait. Donc voilà, on peut se poser cette question. Moi je pense que vu la fragilité dans la sous-région, vous savez très bien, Soukaina, je pense que l'alliance au sein de l'AES, en fait la montée en puissance de l'AES dénote la fragilité dans la sous-région, notamment l'instabilité politique, etc., le Togo, le pays voisin immédiat du Bénin. Et Patrice Talon doit quand même savoir raison garder et faire preuve d'une sagesse extrême pour garantir et concéder les acquis démocratiques et les acquis économiques. Et effectivement, si jamais on ne prend pas garde dès maintenant et qu'il y a des sirènes, je peux juste dire à M. Frédéric que les Béninois, ils sont à peu près estimés à 15 millions, 20 millions, je ne sais pas. Mais au regard des intellectuels qui sont dans ces pays-là, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui puisse proposer d'offres politiques. Il ne faut pas que les gens mettent dans leur tête que nul n'est indispensable. C'est pour vous dire tout simplement que M. Patrice Talon, c'est valable pour tout le monde, pour tous les dirigeants africains. Il faut que les gens acceptent qu'il ne peut pas être éternellement indispensable. Il peut, vous savez, on peut être utile à son pays en dehors de la sphère politique. Et donc, si tel est le cas, si tel est le constat et anime un peu nos dirigeants africains, je pense qu'ils auront consolidé effectivement des acquis démocratiques. Ibouba, vous voyez hocher de la tête? Oui, absolument. Vu donc le peuple béninois, je crois qu'aujourd'hui au Bénin, c'est sûr qu'il n'y a pas que Patrick Talon. C'est sûr qu'il y a des têtes qui sont au Bénin qui peuvent remplacer Patrick Talon, même si aujourd'hui c'est vrai que fondamentalement il a mis une bonne assise économique donc, dans le pays. Mais c'est ça aussi la démocratie. Il faut traverser la main, il faut donner la main à une autre personne. Et je crois que ce n'est pas ce qui manque aujourd'hui au Bénin. Le Bénin, il y a plein d'intellectuels, il y a plein de gens qui peuvent remplacer Patrick Talon. Il y a des gens qui peuvent faire mieux que Patrick Talon. Maintenant, comme là, aujourd'hui, c'est lui qui a les rênes du pouvoir, le fond du problème est de savoir, c'est de se poser des questions, à savoir, comme les élections, c'est en 2026, où va Patrick Talon? Comment est-ce que Patrick Talon va manœuvrer avec le peuple béninois? Je crois que c'est la grande question à se poser aujourd'hui. Alors donc, lorsque je faisais cette référence, c'était bien sûr d'un point de vue du prisme de Patrick Talon. Hein. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que il y a des Béninois qui sont capables de reprendre les rênes du pays. Ceci étant dit, vous vous souvenez, il n'y a pas très longtemps, il y a eu un changement au niveau du code électoral. C'est-à-dire que ça a été muselé. Ça a été, en tout cas, le plus difficile aujourd'hui pour un Béninois de se présenter. Il faut avoir un parti politique. Et c'est ce qui est normal, hein, mais c'est important de mentionner quand même qu'il y a eu ce changement-là qui, en réalité, vient corroborer lorsqu'on regarde l'ensemble de la gestion politique de M. Patrice Talon, c'est vous qui me faites dire Patrick, Patrice Talon. Donc en fait, lorsqu'il y a eu, donc on voit donc au fur et à mesure ces changements arriver, cette radicalisation et aussi cette difficulté en réalité pour les partis d'opposition ou bien pour les personnes même qui seraient d'opposition, qui n'ont pas forcément de parti, mais qui pourraient incarner un changement, qui pourrait incarner une suite. On voit qu'il y a quand même des difficultés qui leur sont proposées. Donc peut-être qu'on arrive vers effectivement on est déjà dans une radicalisation de son pouvoir. Il est très difficile aujourd'hui de poser un diagnostic sur la possibilité ou non pour lui de changer la constitution parce que, comme j'ai dit, le temps est très court, sauf s'il se lève un matin et dit qu'on va repousser les élections dans 2-3 ans, le temps qu'on révise la constitution comme ça se fait dans de nombreux pays, ce qui m'étonnerait, ou bien il veut cibler des opposants ou bien des personnes de son régime à qui il ne veut à tout prix pas passer le pouvoir. Et donc, de ce fait-là, il essaie de réduire la marge pour avoir, peut-être dans quelques mois, on commencera à voir les forces converger vers un potentiel de fin. Justement, s'il y a des réformes structurelles et institutionnelles qui empêchent l'émergence de voix, que ce soit dans l'opposition, que ce soit dans l'entourage immédiat du président de la République, ça veut dire que le président de la République ne veut pas du tout créer effectivement en interne une alternance qu'on appelle un générationnel au sein même de son parti. Et donc ça dénote
clairement qu'effectivement ce président, malgré tout ce qu'il peut poser comme acte à saluer, peut les remettre en cause à tout moment. Et donc à 1 an de ces élections, il est temps, et c'est normal que des gens ont commencé d'ores et déjà effectivement à tirer la sonnette d'alarme, à saisir le Conseil constitutionnel pour dire attention, est-ce qu'on est dans un autre Bénin? Parce que les Béninois, par nature, c'est des peuples paisibles, pacifiques. Ils ont le même tempérament comme le peuple du Sénégal et qui n'ont toujours pas qui n'ont jamais fait recours à des violences dans la rue de Cotonou. Et donc nous pensons qu'il est encore temps, comme tu l'as dit, il est encore temps qu'on essaie de se ressaisir les uns les autres et qu'effectivement le Conseil constitutionnel, qui est au-delà de la mêlée, puisse quand même trancher, pas en faveur de M. Patrice Talon, mais trancher en faveur effectivement de la volonté populaire. Est-ce que ce n'est pas le syndrome aussi du troisième mandat? Parce que nous savons très bien qu'aujourd'hui, les présidents en Afrique, pour qu'ils puissent quitter le pouvoir et céder pour passer à l'alternance, c'est des problèmes, puisqu'ils pensent à leur sécurité personnelle. Est-ce qu'aujourd'hui, Patrick Talon n'est pas dans ce siège-là? Je vais finir. Non, mais oui. C'est votre hypothèse. Oui, ça peut être une hypothèse. Est-ce que Patrick Talon n'est pas en train de... tout un essai. Si toutefois que son problème n'est pas réglé et que s'il quitte au pouvoir, est-ce qu'il n'a pas des déboires après à verser? Est-ce qu'il n'a pas des comptes à rendre après à l'État béninois? Donc tout cela est là. Et maintenant, d'où il faut chercher un bon dauphin. Je crois que ça, c'est un syndrome. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, où le troisième mandat, beaucoup de présidents préconisent à avoir ce troisième mandat-là. C'est pour assurer leur derrière. Est-ce qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières? Est-ce qu'il n'y aura pas tout ça? Est-ce qu'il n'y aura pas tout ça? Donc c'est des questions aujourd'hui qu'il faut se poser. Maintenant, vu que beaucoup, peut-être sûrement qu'il l'a mis dans cette situation-là, il faut mettre quand même un dauphin. Oui, il faut mettre quelqu'un de sûr qui... On va se poser la question en deuxième partie d'émission de qui, justement, pour succéder à Patrice Talon. Je vais vous laisser finir et on reviendra à Frédéric Tchoungui. Oui, juste pour terminer, mais effectivement, moi je vais dans votre sens et je vais même rajouter qu'il y a aussi, il faut se rappeler qu'il y a l'ombre de l'AES qui plane maintenant sur l'Afrique de l'Ouest. Et cela peut faire en sorte que si jamais un dirigeant de l'AES, qui est affilié à l'AES, vient au Bénin, ça peut aussi compliquer les choses. Donc peut-être qu'il est en train de préparer une transition qui va permettre, qui va laisser penser que l'AES n'aura pas la main mise sur le Bénin d'une certaine manière. Mais justement, il peut y avoir des faits contingents, et cet effet contingent-là est quand même redouté par beaucoup d'observateurs ouest-africains et même nous autres qui suivons de Paris. Ces rapprochements et ces basculements de la sous-région. Vous savez très bien, depuis hier, avant-hier, l'AES est sorti de la CEDEAO et le Bénin ne veut pas être affecté ou bien infecté par ces syndromes-là. Oui, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il peut être affecté par ce syndrome, excuse-moi, parce que si nous savons très bien que le Bénin, géographiquement avec le Togo, c'est un problème, et il fut des temps, le Togo a voulu s'allier tout à fait, donc sur, comment ça s'appelle, avec l'AES, je crois que c'est en cours même d'ailleurs, je sais pas. Si le Togo devient un allié potentiellement stratégique, notamment grâce à son port, au port de Lomé. Exactement. Ce qui fait de lui un allié un allié potentiel, voilà, exactement. Donc, et un concurrent potentiel avec le Bénin. Exactement, donc qui pourra plutôt concurrencer avec le Bénin. Donc c'est un problème fondamental. Donc là maintenant, est-ce qu'il faut laisser le pouvoir comme ça, sans pour autant voir donc toutes ces étiquettes-là qui sont affichées? Ça c'est des questions qu'il faut se poser pour un président qui doit faire l'alternance. Je crois que c'est un véritable problème. On va poursuivre avec toutes ces questions. Le débat est riche et il se poursuit dans un instant sur Vox Live. Restez avec nous. Le débat se poursuit, merci d'être avec nous sur Vox Live. Et la question qui se pose, qui succédera à Patrice Talon? C'est ce qu'on a essayé de balayer en première partie d'émission. On va essayer de s'intéresser aux candidats potentiels. On a le cas d'Olivier Boko écarté pour le moment en raison de ce procès. Il y a le cas de Kémy Séba, figure panafricaniste controversée qui s'est présentée qui a annoncé plutôt son intention de se présenter. Frédéric Tchoungui, est-ce que Kémy Séba, aujourd'hui, c'est un candidat crédible et solide? Alors, nous nous souvenons de son appel au Parti démocrate, en réalité, pour avoir l'investiture. Donc, au Parti démocrate, plus largement, mais plus précisément, directement à M. Yahi Boni, afin qu'il puisse lui donner son parfum. En tout cas, on rappelle qu'il faut 15% des parrainages de l'ensemble des maires et des députés. C'est ça. Et déposer une caution de 25 millions de francs CFA pour que la candidature soit officielle. Exactement. Et vous vous souvenez, tout à l'heure j'en ai parlé, que dans la Constitution, la Constitution a été modifiée pour uniquement permettre aux partis politiques de concourir
pour la magistrature suprême. Et donc, de ce fait, M. Kémy Séba n'ayant pas de parti politique, en tout cas un parti politique qui réunit des élus de la nation, il est dans la capacité de pouvoir avoir une candidature hors les démocrates. Maintenant, pour parler de la personne en elle-même, je pense que sa candidature aujourd'hui n'est pas crédible dans le sens où, premièrement, il n'a pas de parti pour l'instant, mais surtout, si on se base dans la vision qui a été insufflée au niveau du Bénin par Patrice Talon, il n'y aura pas de continuité, mais plus une rupture. Lorsque je parle de rupture, on parle du fait qu'il y a la possibilité pour le Bénin, sous Kémy Séba, d'entrer dans l'AES. Est-ce que c'est une bonne, est-ce que c'est une mauvaise chose? Ce n'est pas la question. Mais on voit bien que dans les orientations qu'il souhaite donner au Bénin, elles sont totalement contraires à celles de Patrice Talon. Donc, pour parler d'une candidature crédible de Kémy Séba aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Je pense aussi un peu tôt pour le dire. On verra dans les prochaines semaines. Makane Guebla, est-ce que sa position anti-franc CFA, anti-impérialiste, elle est suffisante aujourd'hui pour convaincre un public béninois, un électorat béninois? Donc, c'est un peu compliqué, Soukaina. Vous savez très bien que M. Kémy Séba, j'ai beaucoup de respect pour lui. C'est une personnalité sulfureuse, clivante dans l'opinion d'abord africaine et l'opinion internationale, étant donné qu'il traite de questions les plus sensibles, donc le franc CFA, vous l'avez évoqué, les bases militaires françaises qui sont aussi gênantes, mais également il soulève des questions qui, pour un pays comme le Bénin, qui a un ancrage international très très apprécié par les partenaires de développement, cette personnalité peut poser problème pour beaucoup. Et donc, au sein, d'abord, il a su le dire tout à l'heure, que Kémy Séba n'a pas une attache politique. C'est qu'il n'a pas une formation politique. Et donc, il doit se gripper autour d'un parti politique qui va peut-être le pulvériser au devant de la scène politique. Or, ce n'est pas le cas. Et donc, les autres formations qui sont déjà là et qui ont un ancrage local dans le pays ne vont pas prendre les risques de porter comme candidat, d'avoir comme candidat M. Kémy Séba, dont le contentieux, vous savez, il a des vétos également, de se rapprocher. Il s'est passé pour un conseiller de l'AES, des chefs d'État de l'AES. Donc l'AES est en conflit direct avec la CEDEAO. Et donc moi je pense que Kémy Séba, avec tout le respect que nous avons pour lui, c'est son droit civique et politique. Mais je pense, vu compte tenu effectivement de la vie politique béninoise, je pense que sa candidature posera énormément de problèmes, ne serait-ce que dans l'opinion publique béninoise et dans l'opinion sous-régionale et internationale africaine. Et donc nous pensons que maintenant, le suspense en ce qui concerne le Bénin, le suspense est quand même entoure effectivement toutes nos analyses que nous allons peut-être faire ici sur ce plateau, parce qu'on est encore à un an. Donc, soit que l'opposition qui est aujourd'hui en ordre dispersé, fragmentée, puisse resserrer le rang et faire émerger un candidat afin de faire face effectivement, afin d'être candidat à cette élection. Sinon, je pense que M. Kémy Séba n'a pas du tout l'envergure nécessaire pour un pays aussi mature politiquement comme le Bénin. Ibouba. Oui, Kémy Séba, beaucoup de respect pour sa personne en tant que personne engagée politiquement, effectivement, pour l'africanité surtout. Et ça, je crois que c'est à saluer, même s'il porte haut le porte-drapeau de ce que l'AES porte aujourd'hui. C'est surtout cette africanité, la souveraineté et le franc CFA et tant d'autres. C'est vrai que sur ce point de vue, donc, tout le monde a beaucoup d'Africains ont du respect pour lui, mais est-ce que, même le peuple béninois, mais est-ce que cela suffit là aujourd'hui? Parce que la Constitution établit quelque chose comme tel. Il faut adhérer à un parti politique ou être dans un parti politique pour pouvoir donc se présenter aux élections présidentielles donc, du Bénin, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, même si peut-être sûrement qu'il est en train de manager et puis pour essayer d'acquérir cela avec Yaya Boni, notamment le parti de Yaya Boni. Bon, espérons justement que ça puisse aboutir à quelque chose de positif. Mais même cela, je crois qu'aujourd'hui, vu la situation du Bénin qui est bien sur la plateforme économique, qui est tout à fait bien ficelée et mise sur orbite, est-ce qu'aujourd'hui, Kémy Séba a cette compétence de pouvoir gérer ce pays-là? Ça, c'est des questions. Kémy Séba, il a un ton clivant. Oui. Et ce qui est reproché parfois à Patrice Talon, c'est les dérives autoritaires. On l'a répété plusieurs fois, museler l'opposition, etc. Est-ce que finalement, Kémy Séba, il a un profil fédérateur? Est-ce qu'il peut rassembler avec le ton qu'il emploie? Oui, mais c'est de ça que moi je parlais tout à l'heure, effectivement. Il peut,
peut-être sûrement, parce que je suis sûr que ce Kémy Séba là, si il est parvenu donc à être à la tête de l'État, il va changer de paradigme. Ça, c'est clair. Ça lui sera imposé par le peuple même, en quelque sorte. Vous savez, quand vous êtes dans l'opposition et quand vous êtes aux affaires, à la commande des affaires, ça fait deux. Donc, on a vu des exemples au Sénégal, voilà. Vous entendez des opposants avec un langage codé, mais dès qu'ils sont là, bon, après, c'est autre chose, parce que c'est une réalité qui s'oppose. On peut aspirer à trouver cela. Il peut être entouré par de bonnes personnes et puis des gens fédérateurs qui peuvent lui dire que, bah, écoutez, il faut essayer d'emprunter ce chemin-là si nous pouvons nous en sortir. Donc, mais aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui au Bénin, c'est juste à poser. C'est comme l'a dit Makaël Nguebla, nous vivons sous le suspense. On ne sait pas jusqu'à quand vraiment on aura vu la réalité sous les yeux. Ce qu'il y a, l'imitantisme politique, et le panafricanisme tel que développé, tel que véhiculé par M. Kémy Séba, même si ça mobilise une partie d'opinion africaine autour de ces thématiques fortes que nous avons évoquées, la question de la base militaire française, la question de la souveraineté sur le continent africain, pose problème quand il s'agit de venir sur l'arène politique. L'arène politique, c'est une autre réalité. Il y a une marge entre ce que vous allez faire comme parcours militant, mais il y a une autre marge, c'est ce qui, bon, en fait, les affaires administratives, la gestion politique, etc., de la chose publique, pose vraiment problème pour M. Kémy Séba. Maintenant, c'est qu'il doit aussi convaincre à un an d'avoir des gens qui peuvent le propulser, des gens qui peuvent quand même l'amener ici à une sommet où il peut quand même fédérer, comme vous l'avez, pour reprendre votre terme, fédérer toutes les forces politiques du pays, au-delà des forces sociales, des forces politiques, des communautés religieuses, etc. Et ça, c'est les grands défis, c'est les défis de rassemblement. Alors, oui, concernant sa candidature, bien sûr qu'elle n'est pas fédératrice parce que le personnage, comme vous l'avez évoqué, il est clivant de base. Donc, il n'est pas dans il ne sera pas là pour faire des consensus et non plus pour essayer de trouver, d'arrondir les angles pour pouvoir fédérer tout le monde. Il est vraiment dans une mouvance avec laquelle il a débuté en réalité son militantisme politique, qui fait que si jamais il adhère, il prend la magistrature suprême, on ne sait pas trop comment, parce qu'aujourd'hui on se rend compte que lorsqu'on analyse les étapes qu'il a à passer, ça semble très compliqué. Juste pour faire un parallèle sur le parti qu'il souhaite l'adouber, il y a déjà aussi des personnes sans doute à l'intérieur de ce parti qui souhaiteraient se présenter. Donc parachuter une personne comme ça, je pense que ça va être compliqué. Maintenant... Mais est-ce que sa candidature, elle peut faire émerger justement une scène politique béninoise pour l'instant un petit peu tapis dans l'ombre? Sa candidature... Par voie de contestation, par exemple. Il est déjà candidat en réalité. Il s'est prononcé candidat. Maintenant, il n'est pas candidat investi. Voilà, investi effectivement. Mais il est déjà candidat dans sa tête et dans sa manière de penser. Mais effectivement, je pense que c'est important que dans un pays, il y ait toutes les forces politiques qui soient représentées. Et si jamais Kémy Séba concentre les aspirations d'une frange de la société béninoise, pourquoi il ne serait pas candidat? Il n'y a pas de raison. Maintenant, il y a les préalables qu'il doit mettre en place, qu'il doit établir. Mais effectivement, en tant que candidat, je pense qu'il a sa place. Maintenant, pour parler de l'homme d'État, s'il devient maintenant président, je pense qu'il est en déphasage en fait avec les aspirations et la vision du peuple béninois de manière générale. Non, mais je pense que ce qu'on a fait allusion, effectivement, peut-être s'il est contrarié, effectivement, si sa candidature est contrariée, il peut peut-être remobiliser la rue et amener effectivement les institutions à changer, effectivement, à modifier leur approche. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va entraîner les Bénins dans une logique de contestation politique, sociale et donc d'instabilité dans le pays. Et donc moi je pense que M. Kémy Séba doit avoir une démarche beaucoup plutôt consensuelle, une démarche pédagogique, en allant convaincre petit à petit, parce qu'on est encore un an. Mais on va convaincre. Non, mais quel est le parti qui soutient? Oui, pédagogique, il est en train de nous. Non, lui, il a été toujours. De Yaya Boni. Il a toujours été. Il a tendu la main aujourd'hui au parti de. Non, c'est lui qui a demandé. Mais c'est pas le parti qui lui a demandé. Il a demandé. Il pourrait l'investir. Pour l'instant, rien n'est fait encore. C'est pourquoi j'ai dit il faut qu'il change. Il demande le consensus. Il cherche à avoir un consensus. Non, mais justement, le forcing, ce qu'il y a dans une telle démarche, jusqu'à-là, effectivement, d'échouer. Parce que vous savez très bien, M. Kémy Séba, dont il traîne aussi des casseroles, beaucoup d'arrestations à Paris, etc., interpellés sur des choses. Les gens peuvent, si jamais. Aujourd'hui, on a parlé tout à l'heure, effectivement, d'un procès qui a opposé des personnalités proches de M. Patrice Talon. Et donc, qui ne dit pas que, vu qu'une justice qui est complètement acquise à la volonté du pouvoir,
est-ce qu'il ne dit pas qu'on peut aussi en trouver et créer des situations parallèles pour neutraliser Kémy Séba? Moi, je ne pense pas, parce que je n'ai pas l'impression pour sa candidature, que M. Kémy Séba soit aussi puissant que ce que veut le faire croire. Je ne pense pas qu'il soit capable au jour d'aujourd'hui de pouvoir vraiment lancer une fronde populaire. Rassembler dans les urnes, en tout cas, non, je parle de fronde populaire, parce que tout à l'heure, vous avez parlé du fait que peut-être qu'il peut avoir mettre en place une désobéissance civile si jamais sa candidature lui est rejetée. Moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui, au Bénin, ils soient en capacité de le faire. C'est ça, parce qu'il y a une différence entre ce que vous faites sur les réseaux sociaux et après ce qui est capable d'être censé sur le terrain. Donc, pour l'instant, on n'en est pas encore là. Moi, je pense finalement, qui reste sur la scène politique béninoise? Pour l'instant, tout reste très flou, tout reste très en suspens. C'est ça, c'est le suspense. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre, Makaïla? On peut s'attendre dans les prochains jours, c'est que l'opposition béninoise, qui aujourd'hui est désorganisée, risquerait de voir, au regard des éléments d'appréciation et des analyses et d'un espace qui est complètement vide, où l'incertitude peine sur la candidature ou non de M. Patrice Talon, l'opposition béninoise, de Patrice Talon, excusez-moi, l'opposition béninoise va se réveiller. Elle va se réveiller, elle va se structurer, elle va vouloir dire, mais écoutez, on ne va pas laisser, parce qu'on a une longue culture, on a une longue tradition démocratique, on ne va pas laisser à ce que ces Bénins, après 10 ans de mandat de M. Patrice Talon, puissent être chavirés. On ne peut pas laisser non plus des personnalités comme Kémy Séba qui émergent et qui veulent aussi aspirer à la magistrature suprême. Dans ces cas de figure, l'opposition béninoise, dans sa diversité globale, pourrait restructurer. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, chacun de vous a dit que le Bénin a un pays c'est un pays qui regorge des intellectuels, qui a un très bon niveau éducatif et qui est forcément dans un tel pays où il y a eu presque 3 alternances politiques. Béni était venu par les urnes, Patrice Talon a fait son deuxième mandat. Certainement que dans ces pays-là, il peut y avoir des hommes politiques capables effectivement de remplacer, bien de succéder à Patrice Talon. Je vous retourne la question, messieurs. Quelle suite vous voyez? Quel scénario on peut voir? Alors, le scénario que je pense être le plus possible, je ne pense pas que M. Patrice Talon va modifier la Constitution pour un 3e mandat, parce que on se rend compte que le Bénin, en réalité, c'est un pays, comme vous l'avez dit, démocratique, où il y a une alternance politique qui s'est déjà installée et qui est mature, surtout démocratiquement. Moi, je vois plutôt dans les derniers mois, quelques derniers mois avant les élections, il y ait un candidat qui soit adoubé par M. Patrice Talon. La raison pour laquelle je le pense, c'est parce que M. Patrice Talon a la main mise en réalité sur la vie politique de son pays. Donc il n'a pas besoin de préparer en amont pendant très longtemps un candidat qui va après venir avoir la vindicte populaire, parce qu'aujourd'hui le fait qu'il tienne en réalité son pays politiquement fait en sorte qu'il a la possibilité de choisir quelqu'un qui va le remplacer. Si, admettons, si les élections sont en janvier, je prends un exemple, il peut dire dès octobre qu'il peut placer quelqu'un qui devient la figure de son parti et ensuite il continuera sans doute à diriger de loin. Alors, je voudrais juste ajouter ce qu'il y a, parce qu'il est vraiment face à un tel cas de figure auquel nous sommes en train d'assister au Bénin, ça pose pour nous, Africains, la question des relèves politiques. Vous savez très bien ce qu'il y a dans nos pays, quand on est au pouvoir, on veut y rester longtemps possible, sans penser à ce qu'on peut partir et être relevé par d'autres. Et donc, M. Patrice Talon, que ce soit pour l'ensemble de la classe politique béninoise, personne n'a envisagé effectivement faire émerger des dauphins, que ce soit dans les rangs de l'opposition, tout comme dans les rangs du pouvoir. Et il est temps, et donc dans ces cas de figure, et où il n'est pas autorisé à ce qu'il y ait des candidatures indépendantes. S'il y avait des candidatures indépendantes, on aurait résolu très tôt ce genre de situation. Aujourd'hui, la difficulté majeure, c'est qu'il n'y a pas une candidature indépendante. Donc ça bloque à M. Kémy Séba, qui remplit sur le plan légal, qui remplit tous les critères, mais sur le plan au regard des réformes structurelles et institutionnelles, il est bloqué. Et donc il faut absolument très rapidement que le Bénin, grande démocratie avec une maturité politique avancée, puisse quand même éviter que de telles situations viennent avec voilà. Qui sait, Patrice effectivement. Patrice Talon, de par son rang d'homme politique aguerri, je crois que ne restera pas comme ça. Peut-être sûrement qu'en ce moment, il est en train de faire des manœuvres, vu que tout le monde croyait que c'était son bras droit
M. Boko qui devait... Mais il n'a pas besoin de faire des manœuvres. Non, il ne devait pas faire les manœuvres parce qu'en fait, il est limité constitutionnellement, il est limité juridiquement. Il ne peut pas faire il doit finir son mandat et évacuer effectivement le pouvoir. Parce que, on va laisser vous répondre. Oui, mais parce que tout à l'heure, on a parlé d'économie. Vous savez, gérer un pays, c'est pas gérer une maison, en fait, en quelque sorte. On sait très bien que Patrice Talon a fait énormément pour l'économie du Bénin. Il ne veut pas voir cette économie-là se déstabiliser. Personne ne veut fonder un château, construire un château et voir que le château, voir ce château s'écrouler. Maintenant, c'est des raisons. Et je vous ai parlé d'une autre raison que vous n'avez pas pris peut-être sûrement en considération. C'est le syndrome du troisième mandat. C'est-à-dire que, ou le syndrome du fin de mandat. En général, tous ces présidents-là, ils essayent d'avoir des arrière-gardes, en quelque sorte. Quand ils finissent leur mandat... Mais en quoi ils peuvent se reprocher? Non, mais ils peuvent se reprocher plein de choses. Aujourd'hui, vous avez parlé... Tous les présidents aujourd'hui, tous les caciques ont traîné des casseroles. Il a des problèmes avec l'opposition, d'abord, de un. Moi, je pense que c'est qu'on sorte de ce genre de paradigme-là. Il faut que nous, Africains, sortions, faire en sorte que nous, aujourd'hui, autour de ces plateaux, nous sommes devenus des pédagogues. On doit faire passer des messages au continent africain. On doit aussi sensibiliser nos populations, sensibiliser le continent. C'est une réalité. Mais justement, il faut une rupture, il faut une rupture. Et cette rupture, vous pouvez le faire facilement. Mais l'Europe, vous avez vu le cas de la Guinée. L'Europe ne peut pas être une référence absolue. Il faut que nous, Africains, essayons de démystifier, décomplexer. Je suis d'accord avec vous. Mais les réalités, ce genre de réalités-là, pour dire effectivement, c'est aussi possible à l'Afrique. C'est aussi possible à l'Afrique. Et dans ces cas de figure, c'est pourquoi j'ai dit il faut que monsieur Patrice Talon, qui a lui-même sécurisé effectivement son environnement juridique, institutionnel et structurel, doit effectivement être respectueux de cet engagement afin de permettre effectivement à l'opposition de pouvoir organiser. Le temps nous le dira. C'est ce qui nous permettra de définir si oui ou non Patrice Talon se représentera. Modifiera-t-il la Constitution Le suspense continue. Voilà, le suspense continue. On vous pose une question à vous, chers téléspectateurs, en cette fin d'émission. Si vous deviez voter demain, quelle qualité essentielle rechercheriez-vous chez le prochain président du Bénin? Je n'ai pas eu l'occasion de vous poser la question, le temps ne nous l'a pas permis. On arrive déjà au terme de cette émission. Merci Makaïla, merci Frédéric, merci vous d'avoir été parmi nous. Et quant à nous, on se dit à très vite sur Vox Live.